Voilà, messieurs, je vous propose de commencer ce conseil du mois de mars. Quelques points de communication. Le prochain conseil aura lieu le 22 avril prochain. 22 avril prochain. Alors, s'il y avait pas un vote relevé, ce serait. C'est Madame Arnaud, qui n'est pas là, qui est excusée ce soir. Madame Arnaud était présente ce soir. Elle est excusée, merci. Alors, hop, je repars à la pêche. The winner is. C'est hors du radiant. Ça sur le compte des petites maladies que nous avons. Suivant. Monsieur Muir, vous serez le premier. Vous serez le premier, monsieur Muir. Allez, à vous. Vous êtes l'avenir, monsieur Maurice. Voilà, privilège de l'âge. Allez. Je vous dire également que. Oui, je vais également inviter le groupe à faire une petite communication, si vous voulez bien, en termes d'absence d'abord. Dans la communication du groupe, en termes d'absence, de votre côté, y a-t-il une absence? Et madame les deux. Bien. Ok, de ce côté-là, y a-t-il des absents? Je suis absent. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions d'actualité? Alors, monsieur Moussino, vous avez tout. Je souhaiterais vous poser des questions d'actualité sur les mesures qui seront prises au niveau communal concernant le coronavirus et l'information qui est adressée à la population, ce qui sera fait au niveau vraiment local. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Vous avez votre question d'actualité? Allez-y, monsieur le maire. Oui. Il y aura également une question d'actualité sur l'incendie qui a ravagé un lieu de loisirs de la chaussée du Vin, pour ne pas citer, et les suites à court et moyen terme pour les Merci. Autre question d'actualité? Oui, monsieur le conseiller. Une très brève question sur les quotas pour les jours. Les quotas pour travailleurs communaux.
Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Roussy, vous avez déjà apporté des éléments de réponse puisque le bourgmestre, étant donné les circonstances, a fait en sorte qu'il y ait une communication qui soit faite sur les mesures qui sont prises, ce qui est évidemment la moindre des choses, étant donné la situation. La parole est au bourgmestre. Voilà, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers. C'est vrai que la situation est plus que sérieuse aujourd'hui, puisque nous avons plus de 300 cas de personnes en Belgique qui auraient contracté le coronavirus et déjà 3 morts. Dès la semaine passée, le Conseil national de sécurité s'est réuni, c'était lundi. Il a été suivi dans la foulée d'un Conseil régional de sécurité où il avait été demandé à ce moment-là que les autorités communales prennent des mesures de prévention. Toutes ces mesures de prévention ont été prises au niveau de la commune de Saint-Josse. Nous avons non seulement communiqué sur le site communal, dans les réseaux sociaux, par voie d'affiches, dans les valves, avec toujours les mêmes communications qui ont été faites sur l'ensemble du pays. Rappelons notamment que c'était des mesures d'hygiène supplémentaires telles que le nettoyage plus régulier des poignées de porte, les rampes d'accès, les sanitaires, les robinets, vidangeage des poubelles. On conseille également de préférer aux besoins des mouchoirs jetables, de ne pas partager la vaisselle, les ustensiles et de laver à l'eau et le savon après usage. Laver fréquemment vos mains, surtout et après avoir mangé et après avoir utilisé les transports en commun, etc. Alors, pour toutes les personnes dès la semaine passée qui avaient des symptômes tels que maux de tête, fièvre et tout, gorge irritée ou essoufflement, il y avait lieu déjà de faire du confinement et de prendre contact avec le médecin. Donc, tout ça a été fait. Depuis, je dirais, le début de semaine, là où nous étions dans une situation considérée de niveau 2, nous sommes passés au niveau 2 renforcé. Le Conseil national de sécurité s'est réuni lundi. Les autorités communales ont été invitées par le ministre-président lundi après-midi, mais pour finir, ça a été reporté à hier après-midi. Et à cette occasion, nous avons eu, évidemment, par petit vote et la haut fonctionnaire, une information sur ce qui a été décidé au niveau fédéral. Vous avez lu dans la presse ou vu à la télévision, dans les réseaux sociaux, toutes les recommandations du niveau fédéral. Que ce soit par rapport à des événements organisés en intérieur, à l'extérieur, par rapport aux écoles, par rapport, je dirais, aux entreprises, aux communes, par rapport à des comportements, le Conseil national de sécurité a produit une série de recommandations. Mais en aucune manière, il y a eu une décision d'interdiction de manifestations ou autres par l'échelon fédéral. Hier, nous avons eu, à l'initiative de M. Vervoort et de la haut fonctionnaire, une réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité. Et les communes ont toutes, je dirais, poussé pour qu'il y ait des mesures d'interdiction qui soient prises par la région. Comme ça, on peut travailler toujours dans la coordination et la cohérence au niveau de la population, des entreprises, des communes, des CPS. Nous devons voir, nous avons pris un arrêté qui est d'immédiate application depuis aujourd'hui, qui prévoit tout d'abord l'interdiction de tout événement rassemblement intérieur de plus de 1000 personnes dans un lieu fermé accessible au public, l'interdiction des visites aux personnes dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins situées sur le territoire de la région bruxelloise, en ce compris les résidences-services. Et enfin, l'interdiction des voyages scolaires à l'étranger des écoles situées sur le territoire de la région bruxelloise. Et ces 3 interdictions sont valables jusqu'au 31 mars. En plus de ces mesures, le collège des bourgmestres et chemins de Saint-Josse a tenu un collège extraordinaire ce matin. Et nous avons décidé de reporter le carnaval. Puisque dans les recommandations de l'État fédéral, on demande d'interdire les manifestations à 1000 personnes à l'intérieur. Nous avons évalué ça avec les services et nous sommes bien conscients qu'à Saint-Josse, les rues sont assez étroites et qu'on est confiné parfois quand on assiste à un passage de chamois dans le cadre du carnaval. Et donc nous avons préféré reporter le carnaval qui devait avoir lieu le 4 avril et de la même manière annuler l'organisation de la braderie brocante du côté de la rue Brabant le 12 avril prochain. En plus de cela,
Nous avons évidemment évoqué toutes les questions pour lesquelles je pense que vous avez eu certainement les mêmes intentions. Par exemple, sur la situation des écoles. Le Conseil national de sécurité ne recommande pas la fermeture des écoles, considérant, et ça a été validé par les scientifiques bien évidemment, considérant que si les enfants ne vont pas à l'école, ils vont devoir rester à la maison. Et s'ils restent à la maison, la plupart des parents devant travailler, ils se retrouveraient avec leurs grands-parents. Ce qu'il faut absolument éviter, puisque ce sont eux souvent qui sont les personnes dites les plus vulnérables. Et donc, la recommandation fédérale n'est pas de fermer les écoles. La région a été plus loin en interdisant les voyages scolaires à l'étranger, bien au-delà des pays à risque ou des zones à risque au nord de la France, où maintenant c'est généralisé à l'ensemble de l'Italie, c'est tous les voyages à l'étranger. Au moment où je vous parle, la Fédération Wallonie-Bruxelles a pris de son côté une nouvelle mesure, celle d'interdire les voyages scolaires de plus d'un jour sur l'ensemble du territoire belge. Pour les écoles francophones, il y a une règle qui a été dictée du côté de la communauté française et qui sera évidemment d'application. À notre niveau, nous sommes pleinement conscients que la situation est très sérieuse et que nous aurons certainement à nous réunir à nouveau et à prendre probablement de nouvelles mesures. Le dispositif d'urgence qui est mis en place sera évidemment évalué en fonction de la situation. Par ailleurs, le collège a chargé la cellule de crise communale de rappeler les mesures pour éviter la contagion, pour limiter la contagion, de rappeler par exemple les gestes essentiels d'hygiène, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique, de ne pas serrer la main. Et c'est quelque chose que vraiment nous devons observer tous. On ne doit plus serrer la main, faire la bise. N'oublions pas que probablement les personnes qui ne sont pas en danger, qui sont bien au niveau de leur santé, peut-être qu'ils ne risquent pas grand-chose. Mais nous sommes tous porteurs éventuellement du coronavirus qui pourrait mettre en danger la vie d'autrui, des personnes qui sont vulnérables. On pense aux personnes qui sont, je dirais, plus faibles, qui peuvent être des personnes âgées, mais aussi des personnes qui sont malades. Donc, le fait de ne plus serrer les mains, de ne plus faire la bise, est recommandé aujourd'hui par les scientifiques. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Et donc, d'en haut, partout, tout le monde, là où il est, nous devons l'observer. Il y a une distance sociale qui est à observer, qui est aussi rappelée aujourd'hui à tous les fonctionnaires et à tous les habitants. 1 mètre. Bon, on essaye de garder cette distance au mieux. J'en ai vu un qui a dit qu'il ne faut plus serrer la main, et à la fin de la conférence de presse qui a serré la main, on doit oublier ces habitudes pendant un temps. Faites le coude si vous voulez, mais trouvez une solution, mais vous ne serrez plus la main, vous ne faites plus la bise. Et alors, de tousser dans son coude, si on doit tousser, de rappeler ça, de postposer les réunions non essentielles. Recommandation de l'État fédéral. Nous devons, au niveau de l'administration, continuer à assurer les services de base, mais il faut, pour les réunions dites non essentielles, les reporter après le 31 mars. De la même manière, la cellule de crise communale étudie avec les services la possibilité d'encourager le télétravail dans la mesure du possible. Je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de l'évolution de la situation, le collège évidemment réévaluera son dispositif d'urgence. Je terminerai par là, la situation est sérieuse et nous avons tous à nous mobiliser. La responsabilité est tant collective qu'individuelle. Chacun porte une responsabilité dans une épidémie. Aujourd'hui, on est dans une épidémie. Plus personne ne peut dire le contraire. 121 pays touchés dans le monde, et si je dois parler des pays qui nous avoisinent, simplement l'Italie, on est à plus de 800 morts en Italie. Aujourd'hui, encore une centaine de morts. Et en Belgique, on est quand même à 3 morts, avec plus de 300 personnes qui seraient atteintes par le coronavirus. Donc la situation est sérieuse et nécessite de notre part, évidemment, la plus grande prudence, la plus grande précaution, et surtout le sens des responsabilités et de la sagesse. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, les mesures qui ont été prises à ce niveau-ci, à notre niveau, en plus de celles qui ont été prises au niveau fédéral et surtout régional. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Sur cette intervention, Madame Jacques. Juste une mini question par rapport à la maison de repos, parce que c'est vrai que c'est là, et par rapport aux personnes âgées qui
s'isoleraient chez elles et qui auraient peut-être besoin, comme on a fait le plan canicule, d'avoir des visites régulières pour vérifier que tout va bien. Donc, je dirais, quelle attention particulière aux plus âgés? J'ai fait l'impasse sur cette partie-là, et merci Madame Gelot de le rappeler, c'est une mesure essentielle dans le dispositif que nous avons mis en place. Parmi les mesures complémentaires, afin de ne faire encourir aucun risque inutile à la population, nous avons porté une attention particulière par rapport aux personnes âgées en situation d'isolement à travers l'action du CPS, de son président, où une personne de référence a été désignée pour l'accompagnement des élus. Donc, le CPS a assisté évidemment au collège extraordinaire aujourd'hui. Des mesures ont été prises pour interdire évidemment les visites individuelles. Et une personne de référence sur l'ensemble du territoire de Saint-Josse est désignée pour faire l'interface avec la région. Vous savez que c'est la région qui fait l'accompagnement des personnes qui vivent ce problème, avec le médecin, avec tout l'entourage qui aurait pu être touché, mais aussi par rapport à des personnes qui doivent être confinées. Donc toute personne qui a les symptômes de tout problème respiratoire, de fièvre, doit être confinée au minimum une semaine. C'est la recommandation aujourd'hui du fédéral. Parmi elles, certaines peut-être ont un problème de lien social. Par rapport à cela, nous avons apporté une réponse avec le CPS. Merci de m'avoir permis de le rappeler. Je vous cite. Cette remarque sur la distance sociale, M. Gourmet, vous faites bien de le souligner parce que ce n'est pas évident. C'est aller à l'encontre de nos habitudes, de ce qui nous a été enseigné. Et donc, c'est un exercice assez difficile. Et le fait que vous le rappeliez avec sérieux est sans doute important. Parce que lorsque vous m'avez tendu, je vous ai tendu la main et vous l'avez refusé, pour de justes raisons, voilà, ça crée des fois des petites incompréhensions. Mais c'est bien que vous le rappeliez. Moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est les mesures pratico-pratiques qu'on a prises au niveau donc, de la commune. La première, c'est au niveau effectivement du fait de se laver les mains. C'est quand même une mesure de base. Je sais que lorsqu'on donne la consigne au départ, elle est suivie. On met du savon dans toutes les toilettes de toutes les écoles. Mais très rapidement, comment on s'assure qu'on maintient cette vigilance tout le temps? Je sais que lorsque vous avez du savon dans les écoles, les enfants peuvent s'amuser avec, peuvent faire couler. Enfin, je veux dire, c'est pas évident. J'ai été aujourd'hui dans une administration, je suis arrivé aux toilettes, il n'y avait pas de savon. Parce qu'il est à ce point utilisé par les personnes que, voilà, on n'a pas l'habitude. Donc, comment vous assurer sur cette partie-là de savon qui peut paraître anonyme d'habitude et qui aujourd'hui devient un élément de politique important? Le second point, c'est que nos aînés qui se trouvent dans des homes aujourd'hui, la rencontre avec leur famille est un élément important. J'ai entendu dire que dans certains pôles, dans certaines communes, on a prévu des dispositifs de Skype pour que les familles puissent continuer à être en contact avec les personnes. Or, la plupart des personnes âgées n'ont pas de smartphone leur permettant d'être en contact avec leur famille. Est-ce que des dispositifs spécifiques ont été envisagés? Et puis, concernant juste la date, concernant les mesures qui seront prises, est-ce que ce sera jusqu'au... J'avais bien entendu la date. Vous pouvez juste la préciser parce que la question, et vous l'avez souligné, c'est que certaines personnes ont prévu que leurs enfants aillent pendant les vacances du mois d'avril, aillent parfois à l'étranger, parfois en Wallonie, et n'ont pas prévu de garder leurs enfants. Et donc, je souhaitais savoir le service jeunesse, comment est-ce qu'il va s'organiser, parce qu'il sera confronté à certaines situations. Donc, qu'est-ce qui est prévu au niveau service jeunesse? Je vais évidemment vous répondre. Je laisserai... Juste un dernier élément. Est-ce que nous avons des chiffres par rapport à notre administration, par rapport à des personnes qui ont pu être mises en quarantaine, en 15 jours, qui ont dû s'éloigner de leur poste de travail et qui ont dû parfois travailler en télétravail? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Donc, voilà, je vais tâcher de répondre, évidemment, c'est des questions essentielles. Je laisserai Luc
Frémat, président du CPS, répondre pour les dispositifs d'urgence qui ont été mis en place pour l'accompagnement des seniors et de leurs familles. D'abord, sur la cellule de crise qui est pilotée par le secrétaire communal, ça permet la mobilisation de tous les départements. Et donc, l'évaluation se fait chaque semaine sous la présidence du secrétaire communal. Et ce type de questions est rencontré, par exemple, le manque de savon, etc. Et donc, il y a à chaque fois des réponses qui sont apportées. Le fait qu'il y ait une cellule de crise, qu'il y ait des rencontres hebdomadaires, et s'il le faut, je dirais encore plus, permet évidemment de répondre aux plus pressés. Vous avez raison, les gens se lavent de plus en plus. C'est une bonne nouvelle. En réalité, ce sont le genre de règles d'hygiène qu'on aurait dû observer depuis toujours. Qu'on observe par exemple dans les crèches depuis des longues années, qu'on n'observe pas nous, alors qu'on aurait dû le faire, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre, je dirais, une grippe. Et ici, c'est une forme de grippe, le coronavirus, malheureusement, pour lequel nous n'avons pas de thérapie. Deuxièmement, sur la question des voyages scolaires pendant la période des vacances dites de Pâques. Cette question a été abordée par l'ensemble des membres du collège, et en particulier par notre chef d'enseignement, Philippe Boisqueté, du côté francophone, et Lydia de Slover du côté néerlandophone. Nous n'avons pas voulu prendre des décisions au niveau communal, nous avons préféré nous inscrire dans la coordination et la cohérence qui est de mise actuellement en Belgique. Donc, cette question va être traitée, j'en suis certain, dans les prochains jours. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'au Conseil régional de sécurité, j'ai interrogé évidemment le ministre-président, il y avait les scientifiques de la région et du fédéral qui étaient là. J'ai notamment posé la question du pic de l'épidémie qu'on pourrait avoir dans cette affaire. Est-ce qu'on est arrivé au pic? Où on est? À quel endroit? La réponse qui nous a été donnée, c'est qu'on arriverait au pic dans 4 ou 6 semaines. Donc 4 ou 6 semaines veut dire qu'on sera bien au-dessus des 300 cas de contamination et malheureusement au niveau aussi des décès. Je pense que raisonnablement, il faut réfléchir évidemment à annuler ce qui sera fait pendant les vacances. Et à cet égard, les membres du collège qui portent évidemment des dossiers à leur niveau ont pris des contacts avec les services, avec les écoles, avec les associations pour préparer les prochaines décisions. Parce qu'il y a des questions d'assurance. Vous savez que quand il y a une recommandation des affaires étrangères qui dit vous ne devez pas partir dans tel pays, les assurances payent. Donc il y a toutes ces questions aussi administratives, financières qui doivent être aussi traitées. Cette question a été évoquée aujourd'hui en collège, est évoquée par l'administration avec les différents partenaires. Je crois que j'ai répondu pour cet aspect. Je laisse le Frémat pour les aider. Il faut éteindre par là. C'est encore moi. Donc, alors, pour ce qui concerne la maison de repos, j'ai eu le plaisir d'être en contact permanent avec le bourgmestre depuis hier. Donc, ce qui nous a permis, dès ce matin, à la première heure, d'interdire les visites aux pensionnaires de la maison de repos. Nous avons mis une note et nous avons encore établi un courrier pour avertir les familles des mesures qui seront prises. Alors, donc on a vraiment voulu apporter la plus grande sécurité au niveau de la maison de repos, c'est-à-dire que nous empêchons notre personnel du CPS de traverser la maison de repos pour rejoindre la rue de la cible, ce qui se fait de manière régulière traditionnellement. Nous avons également pris des dispositions pour les livraisons, puisque les livraisons vont se continuer, donc à savoir que les livraisons se feront en 2 temps. Tout sera déposé dans le parking. Une fois que le personnel de livraison sera parti, nous pourrons nous-mêmes récupérer tout le matériel qui nous sera livré. Donc je vous parle les médicaments, le matériel d'incontinence, etc., qui sont du matériel dont on a besoin journellement, évidemment. Et alors enfin, puisque vous aviez posé la question, c'est vrai que de toute façon, le fait d'empêcher les visites posait évidemment un problème, puisque beaucoup de personnes âgées reçoivent des visites tout à fait régulières des membres de leur famille. Donc nous avons fait l'acquisition dès aujourd'hui de 2 casques Skype et on mettra une équipe d'accompagnement pour pouvoir permettre aux familles de rentrer en contact avec toutes les personnes de notre maison de repos qui le souhaitent, avec un accompagnement
uniquement pour le branchement, évidemment, puisque vous savez comme moi que la fracture numérique dépend aussi de l'âge avancé de nos personnes âgées. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous avez Bien sûr, oui, il y avait une question que j'ai oublié de répondre. Le nombre de cas, nous avons eu environ 4 cas, tous négatifs à la fin. À chaque fois qu'il y a des cas pour que vous ayez l'information de la réaction de la cellule de crise, c'est que quand quelqu'un a l'anulose septo, vient d'une région à risque, ou même aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans la région à risque, puisque tout qui a des symptômes, aujourd'hui, doit être confiné une semaine. Une mesure additionnelle qui a été prise sur proposition du secrétaire communal, il a pris l'initiative, c'est que si le conjoint a des symptômes, et si un fonctionnaire à la commune, confiné aussi, donc on essaie vraiment de réduire au maximum. Je vous remercie. Passons à présent à la lecture du PV. Le secrétaire communal. Vous avez la parole ici. C'est dangereux. Ici, on n'a pas la distance. Conseil communal du 12 février 2020. Gemeente de Raad van 12 februari 2020. Conseil approuvé procédurement de la semaine du 15 janvier 2020. De Raad heeft overwegings voor het jaar 2020 tussen de gemeente en het respectief Brussels goedgekeurd in het kader van de strijd tegen het schooltoestand. Le Conseil a pris la décision définitive d'attribuer l'immeuble situé rue du Méridien 29. De Raad heeft beslist gebouw gelegen in Meeststraat 71. Le Conseil a décidé d'acquérir l'appartement 8 situé place Saint-Lazare. De Raad heeft de wijziging van het reglement Pellegis voor de renovatie van woningen gelegen in het gebied van de gemeente goedgekeurd. Le Conseil a décidé d'approuver les conditions et les votes de passation de marché relatifs aux travaux de rénovation et de construction sur la parcelle rue de la limite 118. De Raad heeft beslist de voorwaarden en de gunningswijze van de opdracht goed te keuren betreffende de renovatiewerking aan het gebouw gelegen in de gemeentestraat 77. Le Conseil a approuvé la convention avec la zone de police dans le cadre du subside ex contrat de sécurité de société pour l'année 2019. De Raad heeft de overeenkomst voor 2020 tussen het ULC Sint-Pieter en de gemeente goedgekeurd betreffende het gebruik van het lijkenhuis. Le Conseil a pris connaissance des décisions du collège prises dans l'application de l'article 234, alinéa 3, 236 et 249 de la nouvelle loi foncière. De Raad heeft beslist om de uitnodiging van de gemeente Eskilstede te aanvaarden om deel te nemen aan het voetbaltoernooi van 13 en 14 april 2020. Le Conseil a décidé d'approuver la convention de partenariat avec l'ASBL Fémitra dans le cadre de l'organisation du cours Tai Chi en 2015. De Raad heeft beslist om de verlenging van de overeenkomstenprogramma goedgekeurd voor Franstalige en Nederlandstalige families. Le Conseil a pris connaissance des interpellations introduites par les conseillers communaux ainsi que des réponses du collège législatif. Conseil en savait que le Conseil communal a traité divers dossiers du personnel communal toutes catégories confondues, a autorisé le collège à essayer en justice à l'encontre de l'autorité défaillant, a pris acte de l'arrêté de police du commerce le 20 janvier 2015. Monsieur le Président. Merci, monsieur le secrétaire. Je prends un incitant concernant le recours au vélo et c'est le monde qui va vous en parler. Oui, Monsieur le Président, merci. C'est l'indexation, en fait, évidemment, comme l'indexation des revenus. Ici, c'est une indexation positive pour ceux qui utilisent la bicyclette au niveau de la commune. On pense d'un remboursement de 23 centimes à 24 centimes par kilomètre. Et on a beaucoup d'utilisateurs du vélo, et donc c'est positif pour la mobilité et pour la santé. Madame Jojo. Merci. Mais donc, nous soutenons bien sûr la mesure et l'indexation de la mesure. On se demandait, est-ce qu'on a une idée par rapport aux autres communes, si on est tous alignés de la même manière, est-ce qu'on est dans les mêmes fourchettes, est-ce qu'on peut faire encore un effort supplémentaire ou pas? Et l'autre élément, on se demandait, est-ce qu'on ne pourrait pas bêtement inscrire l'indexation pour qu'elle se fasse automatiquement et qu'on ne doive même pas repasser par le conseil chaque fois qu'on a besoin d'une indexation? On est vraiment dans l'obligation légale de passer au conseil, parce que c'est une matière qui relève du conseil et on n'a pas de benchmark par rapport à ce que font les autres conseillers. Je vous remercie. Merci, Madame Jojo. Le 4, la bibliothèque communale francophone, en quinquennal de développement de la lecture pour 21 jusqu'en 2025. Madame Échine Jabba. Merci, Monsieur le Président. Alors, le présent point a pour objet
quinquennal de développement de la lecture 2021-2024 pour pouvoir obtenir la reconnaissance en tant que bibliothèque publique au sens du décret 2009. Donc, actuellement, la bibliothèque est reconnue au sens du décret 1978, ce qui implique un certain nombre d'avantages, notamment des subventions pour les traitements, 3 bibliothécaires pour 5, et également des subsides en termes de frais de fonctionnement et frais d'achat de livres. Et donc, on avoisine une enveloppe plus ou moins de 62 000 €. Et donc, le décret 2009 prévoit une période transitoire pour l'obtention de la reconnaissance au sens du décret 2009 qui expire le 30 décembre 2021. Si on n'obtient pas la reconnaissance pour le 30 décembre 2020, on perd les bénéfices de la reconnaissance. Et donc, la nouvelle reconnaissance, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de subsides. Donc, actuellement, le personnel s'élève à 5 bibliothécaires à temps plein qui pourront bénéficier de subsides, chacun à concurrence de 20 000 €. Et ces montants seront indexés contrairement au décret de 1978. Il y aura également des subsides à hauteur de 18 000 € pour les frais d'animation, qui sont actuellement de 3 600 €, et des frais de fonctionnement et d'achat de livres de 23 000 € plus ou moins, par comparaison aujourd'hui à 10 000 €. Donc on va plus que doubler l'enveloppe au niveau des aides financières. Et donc, parmi les critères pour obtenir cette reconnaissance, il y a la remise d'un plan quinquennal de développement de la lecture. Et donc, ce plan qu'on vous soumet aujourd'hui à votre approbation est vraiment le processus l'aboutissement d'un long processus, puisqu'il y a un certain nombre de critères à remplir, qui sont des critères à remplir en amont, notamment en termes de personnel qualifié, en termes de renouvellement des collections, etc. Donc, il est extrêmement important pour le développement de la commune et au niveau financier d'approuver ce plan. Et donc, ce plan a établi un certain nombre de priorités en termes de lecture, qui sont dégagées sur la base d'une analyse du territoire, de la population et des services qui sont fournis par la bibliothèque. Et donc, il y a 3 priorités qui ont été dégagées et qui se déclinent chaque fois en 3 axes. La première priorité, c'est vraiment rapprocher et inclure un public éloigné de la bibliothèque. Et donc, vraiment promouvoir l'accès à l'écriture, l'accès à la culture et donc vraiment que la bibliothèque joue un rôle social et attirer un public qui ne mettrait jamais les pieds. Et donc à cette occasion, il y a énormément d'activités d'animation qui sont organisées par la bibliothèque. Cette année d'ailleurs, il y a eu 502 animations. La deuxième priorité en termes de lecture, c'est vraiment familiariser le public avec le public jeune, à savoir les 0-3 ans, les enfants et les adolescents et les jeunes adultes. Puisqu'on se rend compte que ce public n'aime pas trop aller à la bibliothèque ou n'a pas développé vraiment la lecture plaisir. Dans l'esprit des jeunes, c'est souvent lié à une obligation. Et donc le but, c'est vraiment de travailler sur ces priorités. Et la troisième priorité, c'est vraiment de ne pas oublier le public qui est acquis à la lecture, puisqu'en mettant l'accent vraiment sur un public éloigné et sur un public beaucoup plus jeune, on pourrait avoir tendance à oublier ce public acquis à la lecture, ce qui n'est pas le cas. Voilà, je vous renvoie par rapport au plan aux différentes priorités. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ah oui, donc il y a d'autres priorités qui sont prévues, mais qui ne sont pas vraiment développées dans le plan quinquennal, puisque c'est un plan qui est vraiment basé sur la lecture. C'est vraiment réaménager l'horaire de la bibliothèque. Puisqu'on se rend compte que la bibliothèque doit vraiment devenir un troisième lieu, un lieu de détente, un lieu de rencontre, un lieu d'étude. Et donc, il y a toute une réflexion qui est en cours au sujet des horaires et de l'ouverture et adapter l'horaire au rythme de vie des gens. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce plan, mais je voudrais également saluer vraiment tout le travail qui a été fait par la bibliothèque, puisque c'est vraiment un long processus, c'est un décret qui date de 2009, mais ça prend énormément de temps en termes de personnel, en termes de renouvellement des connexions, etc. Merci Madame Micheline pour cette présentation complète. Monsieur Muir, je vois deux voix. Il y a Monsieur Muir et Monsieur Le Maire également qui se disputent pour Monsieur Muir. Merci Madame Micheline et au nom en tout cas le groupe Écolo Groen salue le travail de l'administration et du personnel de la bibliothèque dans ce plan quinquennal. On y voit plein de bonnes choses. Ici, les projections dans le futur sont assez
optimiste, donc par rapport au nombre d'usagers qui cherchent à avoir, et surtout sur les projets de collaboration avec les associations au sein de la commune. C'est vraiment du bon travail qu'on nous présente là, et des bonnes nouvelles pour l'avenir. Ici, c'était plutôt des questionnements, des questions. Moi, j'ai deux questions de clarification par rapport à ce plan. On évoque plusieurs fois un conseil de développement de la lecture, qui est donc composé de 20 membres, et on décline bien les types de membres qui sont impliqués dans ce conseil de développement. Et encore une fois, on accueille aussi ce genre de formation de conseil. On l'accueille ouvertement, et on est assez heureux de le voir mis en place. Et la question ici, c'est de savoir, pour le conseil de développement de la lecture, quelles sont les fonctions, les rôles des membres et le pouvoir de décision que ce conseil a. Et aussi de savoir comment il est formé, comment les membres sont désignés et quels étaient leurs rôles. Donc c'est plutôt de la clarification par rapport à ça d'abord. Ensuite, donc on évoque aussi là-dedans, en fait, dans les opportunités à la fin, un des points qui m'a marqué, c'est à la page 13, on vous parlait donc de faire du numérique une force. Et ici, je m'étonne juste de regarder, j'ai regardé sur la plateforme Lirtuel, qui est une plateforme régionale qui permet justement l'accès au numérique et au digital dans les bibliothèques pour les usagers et les usagers. Mais je m'étonne de ne pas voir malheureusement notre commune dedans, et dans ce plan quinquennal, il n'est pas indiqué que la bibliothèque de Saint-Josse va s'inscrire sur cette plateforme. Donc la deuxième question, c'est de savoir comment la bibliothèque de Saint-Josse compte s'intégrer un peu plus sur cette plateforme, et quels sont donc les objectifs à ce niveau-là que la bibliothèque veut avoir. Voilà. Par rapport à la première question, le conseil de développement de la lecture, c'était un des critères du décret de 2009. Il est composé de manière équilibrée, il y a des lecteurs, il y a tout tissu associatif, il y a des membres de l'administration communale, il y a l'inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ce plan a été réalisé en concertation avec ces différents partenaires. Donc, c'est vraiment le rôle, et le rôle, c'est vraiment un rôle de concertation, un rôle de discussion et un rôle de partage des idées. Par rapport à votre deuxième question, il a été mis en place en 2019. Je dois vérifier dans le décret, je reviendrai par rapport à cette question. Et par rapport à la plateforme, nous sommes membres de la plateforme depuis bientôt 3 ans maintenant. Bien clarifier ma question, c'était de savoir aussi, quand vous êtes membre de la plateforme Lirtuel, vous pouvez mettre à disposition par exemple des liseuses numériques. En tout cas, les autres bibliothèques qui sont sur la plateforme mettent à disposition des liseuses numériques, et c'était par rapport à cette question aussi de savoir qu'est-ce que vous envisagez. L'outil n'est pas mis à disposition, la plateforme c'est plutôt un fichier numérique, et donc l'outil en soi n'est pas mis à disposition. Il y a une étude qui a été menée, et il n'en résulte pas davantage à mettre ça sur le même. Merci. Un point évidemment de forte attention, c'est le quartier nord. Vous savez que j'y passe beaucoup de temps. Moi-même, j'ai 3000 bouquins chez moi, mais je ne les rends pas à disposition du public, malheureusement. Ce serait un peu difficile. Ah, c'est ça. Oui. C'est ça le problème. Sans doute. Dans la bibliothèque, vous savez. Oh non, les miens sont très spécialisés, ceci dit. Mais ma question, c'est plutôt, on dispose maintenant de beaucoup de locaux dans le quartier nord, certains qui sont immédiatement exploitables, certains qui ont été récemment aménagés pour recevoir notamment une antenne du CPAS part-time. Et donc, ma question, parce que je n'ai pas vraiment vu ça dans le plan, c'est est-ce qu'il est envisageable d'avoir des moments d'ouverture délocalisés dans le quartier nord pour aussi amener le livre à un des publics les plus difficiles à toucher afin de faciliter les choses. C'est une très bonne
disais que c'était une bonne suggestion et qu'on étudierait la question. Je ne sais pas si vous reste, M. Bourrel, ajouter quelque chose. C'est-à-dire que l'idée est évidemment fort séduisante. Ce qu'il faut évidemment, c'est dans les différentes séquences qu'on a de revitalisation urbaine dans le quartier nord, qu'on puisse déjà arriver au bout de nos objectifs. Et c'est un objectif qu'on peut poursuivre, mais on doit aussi déjà implémenter la coordination pour l'accompagnement dans le logement avec le CPS, la prévention, de l'avoir sociale avec la mission locale. Toute la question des surfaces commerciales situées dans le passage Charles-Roger, mais aussi en face de l'hôtel, avec une discussion avec la région. Je rappelle que un des enjeux que nous avons là-bas, la région qui va venir s'installer dans le bâtiment qui se construit, ne va pas accueillir les habitants. Donc, il y a aussi un encombrement déjà dans le quartier, parce que la région souhaiterait que ces surfaces commerciales au pas du chemin de fer puissent accueillir en partie. Donc, il y a cette proposition, et comme le disait le Najapa, qui est tout à fait positive. Il faudra évidemment qu'on y réfléchisse en temps opportun. Je souhaitais intervenir là-dessus, ensuite M. Lucie. Et le micro-voyage. Merci. Je voulais juste, ma voix porte assez fort. Allez-y, madame. Allô. Je voulais juste rajouter qu'il y a déjà des initiatives du côté de la bibliothèque. C'est bon, on m'entend? Mais donc, en fait, on le fait ensemble, mais peut-être c'est toujours ouvert ce que font les activités néerlandophones et francophones, c'est toujours mutualisé. Il y a l'activité du cabanon d'hiver que vous connaissez tous depuis quelques années, l'activité du Bouwen aan de Zomer en été. Il y a toujours la bibliothèque qui va là-bas. Et donc la dernière année, c'était depuis 2 ans qu'on est sans frère. Au parc Saint-François. Donc on est là avec la bibliothèque qui s'est mis un petit régal. On met les livres dans un frigo. Donc il y a vraiment tout plein d'activités. En dehors de ça, il y a une activité qu'on fait. Il y a des jeunes gens qui vont lire chez les familles les plus défavorisées. Et donc pour montrer, pour apprendre, et on insiste à aller lire chez les gens à domicile. Donc il y a quelques activités qui sont, mais on peut en parler ensemble pour les développer davantage. Et donc la bibliothèque est bien là, dans les quartiers, ne pas encore une bibliothèque en plus. Avoir une bibliothèque dans chaque rue, ça peut être un rêve. C'est M. Lucie et ensuite M. le Président du CPS. Une question. Est-ce qu'il y a encore des bibliothèques dans les écoles? Avant, ça se faisait, il y avait dans chaque école une bibliothèque accessible. J'aurais souhaité savoir si ce se fait et s'il y a une articulation avec la bibliothèque centrale, on va l'appeler comme ça, et pourquoi pas dans les hauts. Est-ce qu'on pense aux personnes âgées? Je pense à vous. Alors, Madame Leschwin, Mesdames les Eschwin, et puis ensuite nous reprendrons dans l'ordre M. Freeman, M. Moquel, c'est également levé son index. Allez-y. Il y a un certain nombre de dons qui sont faits dans les écoles. Voilà. Des dons qui sont faits régulièrement aux différentes écoles. Et aussi souvent des accueils de classes à la bibliothèque qui sont faits régulièrement. Il y a vraiment un partenariat avec les différentes écoles sur le territoire. Et par rapport à la maison de repos, il y a également des livres qui sont réservés de livres. Oui, aussi, il y a la collaboration qui se fait donc avec la bibliothèque communale de Saint-Josse, évidemment une bibliothèque dans chaque école, et il y a aussi à Saint-Josse, dans les écoles fondamentales, le livre animé, qui travaille avec les écoles et qui initie les enfants à la lecture. Et ça, ce sont des activités qui sont organisées déjà avec les tout petits. Madame Leschwin. Il y a plein d'activités, justement, ce qui me remarque, parce que c'est ça qu'il faut faire. Chez nous, il y a même des types de livres qu'on donne aux nouveau-nés, ça va très loin. Et puis, de toute façon, il y a des réunions, c'est pas 4 fois ou 5 fois par an, avec tout le monde ensemble, avec la responsable d'école, la préscolaire et la bibliothèque. Donc, on incite un maximum de faire venir la bibliothèque et d'avoir les livres. Il y a une excellente collaboration entre la bibliothèque francophone et la bibliothèque.
C'est assez joli à voir. Il y a une belle entrée. Madame Leschvin, à la gauche, que décidément tout le monde va y mettre son a également un couplet à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Moi, ce qu'il y a, c'est que je veux intervenir pour les enfants des crèches. Et dernièrement, donc, Thibault, il participe aussi à des cours de conduite. Et puis, depuis l'année 2016, il y a des ateliers tous les 2 mois qui se donnent aussi avec la maison des sourds, en langue des signes, pour nos enfants aussi, qui se passent à la bibliothèque. Voilà, ça fait un joli panorama, décidément, c'est comme les ministres de la Santé, tout le monde s'en occupe. Allez, monsieur Frémal, et puis monsieur. Alors donc, vous avez entendu que nous recevons des livres de la bibliothèque qui sont mis à disposition de nos pensionnaires, mais depuis 1 mois et demi maintenant, nous avons lancé 3 boîtes à livres qui sont disposées à l'entrée du CPS, à l'entrée de la maison de repos et à la sortie du CPS. Donc ça veut dire que toute personne qui est bénéficiaire du CPS peut prendre des livres, et puisque j'entends qu'il y a des membres des conseils qui disposent d'une grande quantité, s'ils en ont entre eux, ils peuvent venir les disposer dans nos boîtes à livres, et on pourra effectivement faire l'évaluation et voir comment nous pourrions disposer d'autres boîtes à livres, puisque nous les avons fait fabriquer par notre menuisier chez nous. Voilà, monsieur Roquette, vous avez aussi 3000 livres, comme monsieur le maire. Je vais répondre la lecture. Allez-y. Non, une des particularités de la bibliothèque néerlandophone, c'est qu'elle détient des collections en langue étrangère. Il y a des livres en turc, en kurde, en beaucoup de langues. Et ça attire un public qui ne serait peut-être pas venu à la bibliothèque sans la présence de ces livres en langue étrangère. Et je me demandais si, dans le plan quinquennal que vous nous proposez, il y a aussi cet effort de mettre à disposition des livres dans d'autres langues que le français. Déjà, nous, langue étrangère, donc on a l'arabe, on a le turc, on a le roumain, on a l'italien, donc ça existe déjà. C'est pas le cas. Ah, ok, mais ça existe. C'est en collaboration avec on peut être Voilà, les films me rappellent que depuis 2018, il y a également 2008, il y a une section genre. Voilà, comme dit le grand Georges, what else? Alors, nous avons, je pense, fait le tour de la bibliothèque. Oui? On poursuit, si vous le voulez bien. On est au 5, l'ATL, la collecteur libre, et je me retire que le fera M. le maire sur un point ultérieur. Et je cède la place à Mme Ouzoukatas. Voilà, alors le point 5, c'est enseignement à quelqu'un libre, tutorat primaire, convention de collaboration pour l'année 2020 avec l'ASBL Scola ULB. Je passe pour voir. Merci Madame la Présidente. Eh bien, il vous est donné donc d'adopter la convention de collaboration entre la commune de Saint-Josse et l'ASBL Scola. C'est une ASBL avec laquelle on travaille depuis 2011 et qui organise donc des activités de tutorat dans les écoles communales francophones de Saint-Josse. Ce sont des activités qui sont là pour améliorer donc, les chances de réussite de nos enfants. Elles sont organisées donc, durant le temps extrascolaire et elles sont organisées par les tuteurs qui nous sont envoyés par Scola qui dépend de l'ULB. Donc il vous est donné ici, il vous est demandé ici de reconduire la convention de collaboration entre la commune et Scola. Il y a une question. Oui. Merci Madame la Présidente. J'aurais en fait 2 questions. Alors tout d'abord, le fait qu'il y ait des listes d'attente pour ce projet de la part des parents d'élèves et donc des élèves,
semble vouloir dire que le projet fonctionne bien et ça c'est une bonne chose. J'aurais des questions sur les éléments suivants. La première chose, c'est le projet existe depuis, ou le programme existe depuis 2011, ce qui veut dire que les tout premiers bénéficiaires, qui étaient des 6e primaires à l'époque, si j'ai bien lu, le dossier, et puis ça a été étendu assez rapidement aux 3, 4, 5. Donc les premiers bénéficiaires sont aujourd'hui tous sortis du secondaire. Pour bien faire. Et donc, je me demandais si on a un retour quantitatif et qualitatif sur le programme. Donc, par exemple, le nombre d'enfants qui ont suivi le programme à l'époque et qui éventuellement ont accédé à l'enseignement supérieur, voire universitaire. Ce serait intéressant d'avoir des retours en termes de chiffres des enfants qui n'auraient enregistré aucun retard scolaire dans le secondaire par la suite. Donc voilà, ce serait vraiment très intéressant d'avoir ce genre de retour. Ça permettrait aussi d'avoir une véritable évaluation de l'intérêt du programme. Et par ailleurs, j'avais une question sur le coût. Je suis moi-même maman de 2 petits bouts qui sont en 4e et première primaire. Et le mois de septembre est un mois extrêmement compliqué pour les parents, financièrement, je veux dire par là, entre l'éventuel achat d'un nouveau cartable, quelques matériels scolaires, même si bon, l'école est supposée en fournir une partie, mais ce n'est pas toujours le cas. On nous demande de payer la piscine et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je dois dire que les 25 ou 35 euros par enfant, donc une fois au mois de septembre et une fois au 2e semestre, ça peut être compliqué, je pense, pour certains parents de les sortir, particulièrement s'ils ont plusieurs enfants qui ont la chance de suivre le programme. Je me demandais si la commune pouvait envisager soit un système de bourse pour certains enfants qui auraient vraiment du mal, et alors un étalement en plusieurs tranches pour des parents qui pourraient se permettre de sortir de tels montants, mais pour qui un tel montant en septembre peut être un obstacle tout à fait particulièrement bloquant en fait pour l'accès à ce dossier. Merci. Voilà. Par rapport aux chiffres, aux statistiques, vous avez raison de le demander. C'est vrai que ça devrait être un élément qu'on devrait essayer d'obtenir. Et donc, je vais demander à Scola et aux écoles de voir si on est en mesure ou pas d'avoir un retour sur le taux de réussite par après des élèves après avoir suivi donc, des formations organisées par Scola sur évidemment le coût de la participation à ces ateliers. Évidemment, c'est pas toujours évident. Alors, il y a des parents qui ont des difficultés, se font aider par le CPS. Donc là, il y a des possibilités d'être soutenus financièrement. Et pour le reste, pour les paiements, bien là, on s'organise aussi avec les parents. Quand c'est possible, on organise aussi des échelonnements de paiement. Enfin, tant que c'est un peu particulier, j'ai un blocage de vue. Quand vous dites quand c'est possible, on organise des échelonnements, il y a des critères qui permettent aux parents d'avoir une visibilité sur le sujet. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous revenir avec ce genre d'éléments, parce que ce serait quand même vraiment intéressant, je trouve. Point 6, Nederlandstalige onderwijs, verlening van de huidige scholengemeenschap 2020 en 2026. Ah. Mevrouw de Soele. Dat is een samenwerking die bestaat sinds 2014. Dat is een samenwerking met verschillende scholen. Dat is Everheide, dat is in Everen. Dat zijn 2 scholen in Schorpje, 2 scholen in Schaarbeek, een school in Schorpje en een school in Sint-Anne-Scholen.
Wij komen enkele keer per jaar samen en wij helpen elkaar als er leerkrachten ziek zijn om een interimmoment te hebben. Wij organiseren ook samen een congres, 1 of 2 keer per jaar, voor de verschillende leerkrachten. Dus ik ben daar zeer blij mee. Ik ben heel dankbaar dat die groep bestaat. Dus dat is niet mijn initiatief, dat bestaat. En we gaan dat nu verlengen. Ja. Ja, dat is een decretale verplichting. Hè. Dus, het is ook de meest logische schoolgemeenschap om deel van uit te maken als Sint-Joost aan Zee. En ik ben ook blij dat de gemeentelijke scholen van Schaarweken, die nu bestaan, die zijn opgericht recent, ook deel van uitmaken. Dus ja, ik hoop dat alles verder blijft lopen zoals het Het is niet alleen een verplichting, maar ook actief samengewerkt. Dus waar gewoon niks mee. Dat is heel positief. Allez, la centrale d'achat, on est en retour en Sibelga, avec tous les avantages dans les motivations que vous avez eu l'occasion de voir ici nécessaire. Je crois que c'est bon, qui pourra y répondre, mais enfin c'est aussi un classique. Je vous remercie, chacun son métier aussi, et les économies d'échelle. 8. L'acquisition de l'immeuble, c'est pas l'immeuble, c'est ici certainement un appartement qui est pas tout club. Saint-Lazare 5, le droit de préemption et la décision d'acquisition. Je crois que c'est le Julien. Allez-y. Vous avez dit l'essentiel, Monsieur le Président, dans la politique de revitalisation urbaine du quartier du Nord, dans un souci aussi d'augmenter le parc de logements publics locaux et de diversifier le parc de logements dans tous les quartiers. Nous avons souhaité profiter du droit de préemption que nous avons dans le quartier Nord pour accéder à la propriété d'un appartement qui est situé au 5 de Saint-Lazare. Je pense que ça montre les efforts constants de l'autorité pour atteindre les fameux 10% d'augmentation de logements publics que nous voulons avoir au cours de cette législature. Donc c'est un achat supplémentaire. Il est évident que dans le cadre de ce type d'achat, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la région. Merci. Mais comme vous vous en rappellerez, on a eu un débat lors du conseil communal précédent par rapport à l'achat, là aussi, d'un tout petit appartement dans une autre copropriété. Et on était en réflexion, puisqu'on savait que la commune, et particulièrement l'AIS, s'était retirée d'une série de copropriétés en disant avoir un appartement dans un immeuble, c'est vraiment trop compliqué et ingérable. Puis vous nous avez dit, ben oui, on s'est peut-être trompé, on a décidé de réinvestir dans cet immeuble parce qu'on a un projet vraiment sur cet immeuble, on va demander qu'il soit classé et on voudrait s'investir pour essayer d'avoir vraiment une main mise sur cet immeuble et de réfléchir à comment on va pouvoir soutenir la copropriété dans la rénovation globale de l'immeuble. Et on a décidé d'adapter notre vote et de soutenir cette initiative la fois passée. Là maintenant, on a plus de mal à distinguer quelle est la stratégie de la commune dans la région, parce qu'on réinvestit de nouveau un tout petit appartement dans cet immeuble. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a une volonté d'acheter des tout petits appartements? Parce que par exemple, quand on voit la secrétaire d'État au logement, dans la grande interview qu'elle a donnée il n'y a pas plus tard que 2 jours dans le journal Le Soir, elle dit on a absolument besoin de 3 chambres, de 4 chambres, parce que c'est là qu'on a des temps d'attente de 10, 12, 15 ans pour obtenir des logements, tandis que dans les plus petits logements, on en a besoin parce qu'on a tout un public de personnes âgées qui recherchent des studios ou une chambre, mais les temps d'attente sont beaucoup plus réduits. Donc, quelle est notre stratégie par rapport aux achats d'un appartement dans une tour? Quelle est notre stratégie par rapport au type de biens qu'on voudrait acquérir? Est-ce qu'on privilégie les petits par rapport aux grands? Est-ce que c'est parce qu'on a une difficulté de dépenser les budgets dans le cadre du contrat de régional qu'on achète un peu, je dirais, tout ce qui passe? Enfin, on pourrait s'attendre à ce qu'on achète plusieurs
plusieurs bâtiments groupés pour pouvoir faire un gros projet et mener une véritable politique immobilière. Ici, on achète vraiment de manière un peu dispersée et donc on a du mal à comprendre exactement ce qu'on va faire, quel est le projet fort qu'on va pouvoir porter avec ça. Mais je pense qu'on peut effectivement faire une tour et donner l'impression qu'on a un seul projet fort, mais l'objectif que nous avons eu, c'est la diversification. La diversification de la politique d'acquisition et de mise à disposition de logements publics, c'est aussi dans la diversité de l'offre de logement. On a aussi des personnes isolées qui ont besoin de logement, des familles, comme vous l'avez rappelé, très nombreuses qui ont besoin de logements avec plusieurs chambres. Donc c'est dans une volonté de pouvoir aller vers tous les quartiers et dans tous les immeubles. C'est un choix qui a été discuté au sein du collège. Nous avons souhaité aussi avoir des appartements dans beaucoup d'immeubles de la commune. Parfois, nous sommes amenés à des discussions dans ces immeubles avec des syndics, avec des propriétaires. Par exemple, nous rencontrons actuellement des difficultés dans des immeubles appartements du côté de la rue Quelqu'un où nous ne sommes pas propriétaires. Le fait d'être propriétaire donne aussi un avantage à la commune de pouvoir assister à des réunions, notamment de syndics, de participer à des choix stratégiques concernant l'avenir de ces immeubles. De ce point de vue-là, ça peut aussi se défendre. Pour revenir à l'autre immeuble dont vous avez parlé, nous avons posé un acte dans l'autre immeuble. Nous avons déposé un dossier au collège que nous avons approuvé. Donc nous avons, pour des raisons patrimoniales, historiques et culturelles et sociales, demandé l'ouverture d'une procédure de classement pour l'autre immeuble. Et ici, c'est un immeuble qui est en face, qui n'est pas non plus loin. Je rappelle que dans le quartier, nous avons acheté de nombreux biens qui sont aussi dans ce quartier, qui ne sont pas en bon état, dans une autre configuration. Et là, nous aurons certainement de nombreux logements avec plusieurs chambres qui apporteront des réponses aux familles nombreuses. Voilà, donc c'est une volonté pour nous de ne pas nous limiter à un seul projet, je dirais, mastodonte, d'avoir une présence dans tous les quartiers. Dans le quartier nord, je crois que si vous connaissez un peu le quartier, l'essentiel du logement public se situe au-dessus de la rue Verte aujourd'hui, avec les efforts que nous consentons. Nous sommes aussi présents dans cette partie de ce quartier et je pense que c'est positif pour l'avenir du quartier. Dernier élément, dans le cadre des projets de préemption, on ne doit pas faire une évaluation des prix. Donc, comment est-ce qu'on juge si on sait que des fois des personnes achètent trop cher certains logements? Je pense qu'il ne faudra pas je dirais, embrayer dans leur coût dans ce cas-là. Donc, quelles sont les balises que l'on se fixe par rapport aux préemptions? Effectivement, c'est une autre procédure. Vous l'avez comprise, vous l'avez capté. Nous l'achetons au prix de vente, au prix qui fait l'objet d'un accord. Et de toute façon, s'il devait y avoir un problème avec le marché, c'est-à-dire que, admettons, dans le quartier, pour ce type de logement, avec autant de mètres carrés, ça soit beaucoup moins cher, ou beaucoup plus cher, tout de suite, le fisc requalifie le dossier et considère qu'il y a eu un problème. Et à ce moment-là, il y a une révision des prix et une mise en ordre de la situation. C'est ce qui se passe aussi dans le privé, dans vos vies, peut-être que vous l'avez entendu, et donc c'est ce qui se passe aussi pour la commune. Donc si jamais il devait y avoir un écart par rapport à, je dirais, au prix du marché, il y aura une révision par l'État. À ma connaissance, il faut une révision quand le prix est trop bas et qu'ils suspectent un dessous de table. Quand le prix est trop haut, l'État ne fait jamais de révision. Ils sont enchantés d'engranger plus de droits. Et donc, je n'ai jamais entendu qu'ils faisaient des révisions quand on achetait trop cher. Dans notre cas, nous sommes quand même une autorité publique. Je pense qu'il doit y avoir certainement, je vais me renseigner, mais il devrait certainement avoir ce genre de pratique. Je vais le vérifier. Je vous remercie. Sur ce point, souhaitez-vous vote, l'abstention? Oui, donc on va s'abstenir sur celui-ci, en absence de vision globale. Je vous remercie. La motivation de votre question? Oui, juste une précision, que notre collègue n'est pas là. Nous souhaiterions que ce soit indiqué dans le PV. D'accord. Et la deuxième chose, je veux vous dire, monsieur le bourgmestre, que je ne pense pas que ce soit une bonne idée à impliquer pour notre administration. Je pense que nous avons mis quasiment 10 ans à sortir d'une série de copropriétés qui étaient problématiques. Et aujourd'hui,
voilà, on rentre à nouveau, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour notre administration. Je peux juste dire, on ne le ferait pas, on nous reprocherait de ne pas prendre de responsabilité. Je me rappelle de la résidence, une autre résidence avec eux. Voilà, je pense qu'il y a des arguments pour, des arguments parfois qui ne sont pas, mais bon, c'est une prise de responsabilité que nous avons voulu faire. C'est vrai qu'il n'y a pas que des avantages dans ce type d'opération. Nous avons souhaité prendre responsabilité, c'est vrai. Merci. Alors, je sais la parole vous laisse pour le 9, 10 et 11. Merci, Monsieur le Président. En fait, il s'agit de la démission de M. Ahmed Medoun de CITIDEF. Nous proposons à sa place, en qualité donc, de représentant à l'Assemblée générale, M. Ismaël Louari. Pour le dossier numéro 10, c'est intercommunal d'innovation, la démission de M. Medoun, nous proposons M. Safa Akio. Et enfin, pour l'intercommunal de crémation, la société coopérative intercommunale de crémation, en remplacement de M. Bédou, nous proposons M. Yves Passardi. Juste une petite question. Nous avons des personnes dans le conseil d'administration de ces trois institutions? Si je peux reprendre l'ordre. Pour la désignation ici à CITIDEF de mémoire, nous n'avons pas. Pour la désignation à l'animation, c'est pour le remplacement d'un membre du conseil d'administration. Et pour l'intercommunal de crémation, je me tourne, je crois que c'est non. Nous avons juste un délégué. Donc, c'est simplement pour rappeler la législation. Dans la nouvelle loi communale, il est prévu qu'à la fin d'une législature, les représentants communaux dans les conseils d'administration des intercommunales doivent faire rapport. Il aurait été donc souhaitable que notre représentant au conseil d'administration le fasse. Je pense que c'est un moyen de contrôler ce qui se passe, comme je vous l'avais dit, au niveau, par exemple, non, pas non, au niveau du cimetière multiconfessionnel, par exemple, il y a des choses extrêmement importantes qui se déroulent, des gros projets, et nous n'avons pas de retour au niveau du conseil communal. Et donc, vraiment, je souhaiterais que, même si on n'est plus dans les délais, puisque c'était normalement l'année passée qu'il aurait fallu le faire, mais qu'on envisage que tous nos représentants, dans des conseils d'administration nous fassent un petit retour pour qu'on ait une idée des grands projets et des grands enjeux. Monsieur le Président, moi je suis du même avis que vous, parce que la difficulté évidemment de l'externalisation de chantiers et de compétences communales, c'est à la fois positif parce qu'il y a des avantages parfois dans certaines conditions, mais à un moment donné, c'est la difficulté de compréhension, de transparence, d'interaction, etc. C'est pour ça que nous devons avoir des moments c'est vrai que c'est en fin de législature, il faudra le garder pour la fin de législature, mais ce qu'on pourrait proposer, si M. le Président est d'accord, puisque nous nous sommes déjà entendus pour que Sibelga puisse venir faire rapport, parce que Sibelga est un des enjeux essentiels en région bruxelloise. On l'avait fait l'année passée avec Vivaquois, et ça avait été, je pense, une sorte de conseil communal qui nous a, je pense, éclairé pour la suite des décisions qui sont prises ou qui sont en cours de discussion actuellement. Et peut-être qu'on pourrait proposer pour, je dirais, la société coopérative pour l'inhumation, d'avoir aussi une invitation ici pour avoir une présentation. Si vous êtes d'accord, on peut... Mais de mon point de vue, oui, ce serait une bonne idée. J'estime effectivement qu'une fois à la fin de la législature, c'est insuffisant. Je pense qu'on peut même envisager de le faire 2 fois. Ça permet à mi-chemin d'avoir une idée, de se projeter, parce que je partage tout à fait votre point de vue. Externaliser, ça a des avantages, mais ça éloigne les élus communaux de ces réalités-là. Et des fois, on découvre des choses dans la presse. Je trouve que c'est un peu malheureux, et c'est peut-être aussi alerter nos représentants et dire qu'à certains moments, ils peuvent mettre des points à l'ordre du jour pour nous alerter, vraiment, parce qu'on peut alors, ensemble, prendre des positions. Je vous remercie.
Nous sommes ainsi au 12, l'ATL, la commission communale de l'accueil, et c'est une question de casting. Monsieur le préfet. Oui, voilà, donc il vous est proposé donc, de revenir sur des désignations qui avaient été effectuées lors d'un précédent conseil et qui n'étaient pas conformes au décret organisant l'ATL. Donc il vous est proposé de revenir sur ces désignations et de vous proposer donc, à la désignation 4 nouveaux administrateurs. Madame Dora Linga, Madame Nézat Nabi, Madame Atiche Ozlou Chapas et Monsieur Mohamed Jabour. Monsieur le Sénat. Deux choses. La première, c'est que j'ai lu le courrier de l'ONE et j'ai pas bien compris. Monsieur Léchevin, vous faites preuve d'humilité, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé? Parce que c'est vraiment incompréhensible. Il y a des gens qui ont été désignés, qui n'auraient pas dû, d'autres qui ont été désignés à la place. Apparemment, pourtant il y a une circulaire qui explique comment ça doit être fait. Mais donc, si vous pouvez nous expliquer, nous dire combien il y a de représentants dans cette commission, donc commission communale accueil, et nous expliquer précisément quelle est la procédure pour le vote aujourd'hui, parce que je n'ai pas bien saisi non plus. Je vous remercie. Et donc lors du précédent conseil communal, on avait désigné donc 4 personnes, moi-même et Monsieur Osconachi, sauf que moi-même et Monsieur Osconachi avions déjà été désignés par le collège en qualité de président et vice-président. Et donc on ne pouvait pas être désigné 2 fois. Il faut savoir donc que le président et le vice-président sont désignés par le collège et les 4 autres membres sont désignés par le conseil communal. Et donc on était désignés 2 fois et ce n'était pas bon. Et donc ici, ce qu'il s'agit de faire, c'est de désigner 2 autres personnes à la place de moi-même et de M. Osconachi qui avons déjà été désignés par une décision de collège. Donc, je comprends, on vous a désigné 2 fois pour le même poste. Ouais. Intéressant. Sans doute qu'il n'y avait pas assez de conseillers communaux de l'opposition que vous auriez pu proposer pour avoir un regard. Mais voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est combien il y a de membres. Parce que moi, ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'on n'a pas tous les éléments. Et donc, vous êtes 6, c'est bien ça? 12? Non, mais de représentants de la commune. Combien il y a de représentants de la commune? 6. Et combien il y a de représentants au total? Voilà. Donc il y a des représentants de la commune, il y a le président, le vice-président, il y a les 4 représentants ici désignés par le conseil communal, il y a les directions d'école, il y a les représentants de l'administration, et dans les représentants de l'administration, il y a des représentants de différents services, donc du département d'enseignement, du service jeunesse, du service prévention. Et puis, il y a aussi toute une série d'autres partenaires, d'autres acteurs locaux de l'accueil extrascolaire. C'est toute une série d'associations qui sont présentes sur le territoire de Saint-Josse et qui travaillent dans le secteur de l'accueil extrascolaire. Et il y a aussi les écoles donc, de Saint-Josse, les directions des écoles de Saint-Josse et les directions du livre. Excusez-moi, donc je repose ma question. Combien, j'ai l'impression pourtant de poser une question assez simple, et après j'en reviendrai sur la manière dont on désigne les personnes aujourd'hui. Hein. Mais je vais me focaliser juste sur ce chiffre. Combien de personnes composent? Je sais qu'il y a 5 composantes. Nous sommes la première composante, il y en a 5. Au total, combien de personnes font partie de ce conseil? Pourriez-vous me donner le chiffre? Je ne l'ai pas ici, mais je peux vous le communiquer plus tard, ça n'y a pas de souci. Mais, excusez-moi, c'est important parce que comme le nombre de représentants du conseil communal est déterminé en fonction du nombre
de personnes qui le composent, pour pouvoir voter aujourd'hui, on doit avoir cet élément. Et nous dire que vous ne l'avez pas ne nous permet pas aujourd'hui de voter. C'est dans la circulaire envoyée en 2018. Et donc, moi, je ne peux pas voter pour 6 personnes si vous ne me dites pas aujourd'hui 4 personnes plus 2, ça fait 6. Non, je sais, mais la composante 1, qui est la composante communale, est composée de 6 personnes. Et donc, pour avoir une idée du nombre de la composante 1, on doit savoir combien de personnes font partie de ce conseil. Si vous ne nous donnez pas ce chiffre, on est tout à fait incapable de savoir si la composante 1 peut être 6. Ça, vous le comprenez. Vous nous mettez donc dans une situation délicate. Serait-il possible d'avoir ce chiffre? Non. Vous ne savez pas? Ok, c'est pas grave. Ça, c'est... Je trouve que c'est quand même... Ça signifie franchement que vous êtes incapable de dire le nombre de personnes qui composent cette commission. C'est pas grave. Point 2. Là, je m'adresse au président. Monsieur le Président, la circulaire qui a été envoyée en 2018 spécifie la méthode qu'on doit utiliser au conseil communal pour désigner les représentants de la composante 1. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que nous ne la respectons pas. Alors, si nous souhaitons revenir le mois prochain pour revoter, on peut le faire. Mais je vous invite vraiment à lire la circulaire et à vérifier si nous respectons bien la législation. Vous pouvez ne pas le faire, hein. L'ONE nous réécrira et puis on revotera. Et puis, entre-temps, M. Boyquete aura eu le temps de voir combien de personnes sont dans le conseil. Mais on gagnerait du temps à vérifier. Honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas de représentants de la minorité dans un organe tel que celui-là pose problème. Et justement, il était prévu un certain type de vote qui garantit la représentation de la minorité. Donc ce que je propose, c'est de repousser le point au mois prochain. De toute façon, vous êtes déjà en retard. Dans la lettre de l'ONE, il était précisé qu'il fallait envoyer les représentants au mois de février. Donc voilà, on est en retard, on est en retard. On n'est plus à quelques jours près. Évitons d'avoir un retard plus important. Et puis, j'allais vous poser toute une série de questions sur la composante 2, 3, 4, 5. Mais vu que déjà sur la composante 1, ça bloque, on ne va pas avancer. Je vous propose de mieux préparer le dossier, de revenir le mois prochain, d'envoyer, comme il est prévu dans la circulaire, un appel à candidature, y compris pour nous, de procéder à un vote, c'est à peu près le même vote que pour le CPAS, et comme ça, on pourra vous proposer nos candidats, nos 2 candidats, et tout le monde sera content. Merci, M. Rossi. Proposition. Demandez le vote sur ce dossier. Alors, allons-y. Excusez-moi, Monsieur le Président, la question n'est pas si on maintient le vote, la question si c'est vous en tant que Président et si le secrétaire communal estime que la procédure est respectée. C'est pas savoir si la majorité souhaite le vote. Je vais vous donner la circulaire, vous la lisez et après vous repoussez. Je trouve que c'est pas une question aujourd'hui de savoir ce que veut la majorité, la question c'est le respect de la loi. Je vous propose, le groupe écolo propose une pause, afin qu'il y ait concertation, ça vous donnera le temps de voir la circulaire et après vous réfléchissez sur base de documents et pas d'émotions. On fait une vérification et on voit ça à la fin? Oui, il y aura la pause. On profite de la pause pour faire ça. Je vous remercie. Merci. Alors, on est d'abord à l'interpellation de M. Monsieur Louis, c'est à vous. Oui, merci pour la parole, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les échevins du Collège communal, Monsieur le bourgmestre, lors de la présentation de la note de politique générale l'année passée, le Collège s'est engagé, et je cite, à lancer un plan zéro déchet à l'horizon 2025 qui concernera les administrations communes, les crèches, les écoles, mais également les habitants et entreprises. Le groupe Écolo-Groen de Saint-Josse-de-Naude approuve et supporte une telle initiative. La commune de Saint-Josse-de-Naude serait ainsi une des rares communes de Bruxelles à inscrire un plan zéro déchet dans sa note politique générale. Néanmoins, s'engager dans un plan zéro déchet à l'échelle d'une commune nécessite un changement à long terme qui va devoir opérer
qui va devoir être opéré avec toutes les parties prenantes. Ce changement est d'autant plus important, sachant que les classes socio-économiques les plus défavorisées pourraient bénéficier grandement de ce plan. Dès lors, comment envisagez-vous d'inclure les parties prenantes dans la finition et l'implémentation de ce plan zéro déchet? Sous quelle forme, sur base de quel sujet allez-vous travailler avec les parties prenantes? Donc on sait aussi que la lutte contre le gaspillage alimentaire devrait être une des priorités de ce plan. Mais on n'a pas encore eu d'informations par rapport à l'inclusion de cette lutte dans, en tout cas, la note de politique générale. On pourrait notamment, en mettant en place des frigos solidaires, comme il y en a dans d'autres communes, pousser les commerçants à redistribuer les invendus alimentaires et participer ainsi activement à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Différentes entreprises privées et associations sont déjà actives dans ce domaine et peuvent pleinement apporter une aide à la planification et à la mise en place d'un programme à long terme pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Si vous vous engagez à lutter contre le gaspillage alimentaire, ce que je ne doute pas, comment envisagez-vous de réduire les déchets alimentaires sur les territoires de la commune? Et quels sont vos objectifs chiffrés en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire? Ensuite, il y a aussi un volet qui devrait être inclus dans ce plan, qui est la lutte contre l'obsolescence programmée, et qui va de pair avec tout ce que je viens de citer au-dessus. Et à l'échelle d'une commune, cela passe par la réutilisation, la réparation des biens électroniques achetés par l'administration et les tenaudois et les tenaudoises. Quelles sont donc les initiatives que vous comptez développer et pousser à continuer pour pallier à l'obsolescence programmée au sein de l'administration communale et pour aider les habitantes et les habitants de notre commune? Quels sont donc les objectifs chiffrés aussi que la commune va atteindre en termes de lutte contre l'obsolescence programmée? Enfin, pour terminer cette interpellation, vu que les quantités de déchets alimentaires ont augmenté dans la région, ce plan devra fournir des moyens adéquats avec des objectifs chiffrés afin de pallier à cette tendance. Et quelles sont les dates et les étapes clés, excusez-moi. Quelles sont les dates et les étapes clés que vous comptez inscrire dans ce plan zéro déchet? Et quels sont les moyens que vous voulez utiliser afin d'atteindre ces objectifs? En vous remerciant d'avance. Monsieur Muir, merci beaucoup. D'abord, nous avons présenté, proposé ici un plan climat. On a beaucoup parlé, etc. Moi, je vous demande juste un peu de patience, parce que les choses se font, vous savez, mais il faut un peu de patience. Je viendrai très bientôt dans ce conseil proposer mon nouveau plan propreté, pour moi et le collège. Dans le plan propreté, nous parlerons de toutes ces questions, notamment de zéro plastique et un tas d'autres choses. Et je vais proposer un plan propreté pour les 5 prochaines années. Et il y a dedans des actions qui vont être faites. Ce sera du concret. Vous voulez du concret, et donc vous en aurez. Donc pour le moment, ce plan propreté est rédigé. J'attends d'avoir le retour dans le collège et il viendra ici et nous viendra. Je pense qu'il y a une discussion. Alors, pour ce qui concerne le gaspillage alimentaire, c'est la parole pour le ministre de répondre. Voilà, on va vous répondre en duo. Donc, effectivement, comme l'a rappelé le chemin de la propreté qui est chargé du plan propreté, mais aussi des déchets, parce que la question des déchets est inhérente évidemment à la question de la propreté, à la question environnementale. Ce plan devra être terminé, finalisé. L'objectif est de le présenter au mois de mai à la mi-mai, si possible. Je voudrais rappeler que dans la déclaration politique générale, effectivement, nous faisons référence au plan zéro déchet, mais la partie traduite dans le plan climat reprend déjà les objectifs du zéro déchet. Donc, le plan climat reprend un certain nombre d'objectifs liés au zéro déchet. Je pense notamment aux deux premiers objectifs. Le premier, la prévention des déchets et le zéro plastique. Le deuxième, le tri sélectif sur le territoire de la commune. Alors, s'agissant de cette volonté d'un zéro déchet à l'horizon 2025, il est compréhensible que le reste des informations demandées ne soient pas encore disponibles. Les évaluations sont prévues dans le plan climat sur base d'indicateurs
Donc, dans le plan climat, nous avons mis un certain nombre d'objectifs avec des indicateurs et des évaluations. Néanmoins, par extension, les deux derniers objectifs prennent également en compte la thématique dans le plan climat, la thématique du zéro déchet, sensibiliser aux éco-gestes, par exemple la dématérialisation des courriers. Et le 11e objectif, faire des achats de produits durables, avec notamment une gestion durable des stocks de matériel, pas d'achat inutile, intempestif. Donc il y a dans le plan climat des objectifs qui vont aussi se retrouver et se recouper avec le plan propreté déchets qui sera porté par mon collègue, avec notamment le principe des 4 R, semblable à l'échelle de l'ANSIC, permettant de nous aider dans notre démarche de réduction des déchets. Refuser ce dont on n'a pas besoin, à titre d'exemple, les publicités dans les boîtes aux lettres. Réduire sa consommation de biens ou d'énergie. Réutiliser les objets en fin de vie et les remettre en état. Recycler les objets. Alors, vous avez parlé du contexte de la commune, avec différentes problématiques de malpropreté que nous connaissons aussi sur le territoire, et contre lesquelles nous luttons, les dépôts clandestins, les petits déchets, les déjections canines, les dépôts de déchets de toute nature. Alors, au vu de ces constats, différentes actions sont actuellement menées afin d'y répondre. Je ne vais pas y revenir, ça sera rappelé dans le plan propreté, mais je voudrais rappeler ici quelques actions importantes, de manière un peu plus détaillée, la prévention des déchets et le zéro plastique. Là, à chaque fois, nous avons la volonté de mener des actions, de sensibiliser les habitants, les commerçants, les écoles, le personnel communal au zéro plastique et aux alternatives, avec à chaque fois des objectifs intermédiaires, des indicateurs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le service qui est responsable de sensibiliser, c'est la propreté publique, mais c'est aussi le service éco-conseil, c'est aussi les classes moyennes, c'est aussi le service de communication. On travaille de manière transversale. Le délai, c'est pour l'année 2020. Les indicateurs, c'est la diffusion d'informations, type de support, quantité, nombre d'activités, d'événements réalisés sur le thème. Récupérer les déchets d'air, les valoriser, c'est avec le compostage. Les travaux publics, c'est aussi la récupération des feuilles mortes, par exemple, dans les parcs, la récupération des tailles d'entreposage dans les espaces verts. Vous citez cet exemple. Il y a aussi tout le travail de tri sélectif sur le territoire de la commune. Un des objectifs que nous souhaitons porter au niveau de la commune, c'est d'anticiper l'obligation de tri pour les déchets organiques. On sait que le gouvernement régional en a fait une obligation. Ce sera une obligation interne. Nous souhaiterions déposer un dossier au niveau du collège vers le ministre chargé de la propreté et l'agence Bruxelles Propreté pour être la commune pilote parmi les communes bruxelloises en matière de déchets organiques. Nous voulons aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent en étant les plus en avant. Sur les déchets ménagers, j'en ai parlé. Un mot aussi sur les infrastructures. Un des enjeux fondamentaux que nous portons, c'est évidemment l'achat du parc à conteneurs. C'est un outil essentiel si on veut évidemment pouvoir permettre de pouvoir faire la sélection des déchets et d'envoyer les déchets vers les filières qui sont appropriées. Alors, les déchets non ménagers des entreprises, des commerces, du milieu associatif, là aussi, il y a tout un travail de communication, d'action spécifique avec nos partenaires. J'en arrive alors à votre question aussi importante sur le gaspillage alimentaire, qui est évidemment au cœur de préoccupation de la commune. Deux actions illustratives de l'action communale déjà en place et de manière transversale, encore avec les services de classe moyenne. La distribution de boîtes alimentaires aux établissements ORECA, nous le faisons, nous allons poursuivre de le faire. Et le don de la soupe non consommée offerte à la maraude aux personnes qui sont en difficulté. Donc, vous savez que la commune propose gratuitement de la soupe aux fonctionnaires au bâtiment royal. Tout ce qui n'est pas utilisé, nous l'envoyons vers la maraude pour les personnes qui sont vulnérables. Un mot sur l'obsolescence programmée. Là aussi, l'outil, le service de la commune, c'est évidemment un service qui est développé au sein de la mission locale. C'est avec la mission locale que nous travaillons, avec le projet de recycler. Et c'est là aussi que nous avons travaillé la question de l'obsolescence, notamment avec l'électroménager, avec toute une série de services de tri, de recyclage et de réparation de ce type d'objets. Je ne vais pas aller plus loin. Je propose évidemment au moment du dépôt du plan propreté et déchets qu'on revienne là-dessus, mais je voulais quand même vous livrer un certain nombre d'éléments. Vous voyez que le plan climat
reprend déjà un pan entier de ce zéro déchet, mais aussi évidemment le plan de propreté qui va. Merci, monsieur. Passons aux questions d'actualité. Juste une question de mon collègue. Juste une question de clarification. Donc, lorsqu'il y aura le plan propreté, au sein du plan propreté, il y aura un volet zéro déchet. C'est bien ça qu'on doit comprendre? C'est-à-dire que dans le plan propreté, il y aura tous les aspects liés aux déchets avec cet objectif d'atteindre le zéro déchet. Oui. Donc, il y aura un volet zéro déchet. Je vous remercie. Merci, monsieur Boussy. Moi, je vois encore les sacs en plastique dans des magasins, la plupart des magasins de Saint-Josse, alors que normalement, j'ai entendu parler d'une loi d'interdiction à partir du 1er mars. Et quand vous parlez, j'entends action, 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 et je me suis dit, donc, pourquoi ne pas mener déjà l'action juste tout près dans nos magasins, et voilà. Merci. Oui, c'est évidemment quelque chose qui doit retenir notre attention. C'est vrai qu'il y a un ordre de priorité pour les services, mais c'est un élément qui est, je dirais, en commun avec l'agence de Bruxelles Propreté, avec Bruxelles Environnement, et sur lequel nous allons devoir travailler. Je vous remercie. Passons aux questions d'actualité, juste avant ça. Voilà, le point sur la commission communale d'accueil, à la demande de l'EGEMA, on va le reporter, et aussi à la demande de monsieur... C'est reporté. Oui. Reporter un prochain conseil avec une note qui sera détaillée. Alors, oui, avec une note détaillée. Donc, juste un élément. Normalement, le maximum dans ce conseil, c'est 25 personnes, avec un plafond de 5 personnes pour la commune, dans son entièreté. Et donc, si ce n'était pas possible, je le dis, donc on serait revenu, ils auraient dit non, les gens de Saint-Josse ne savent pas compter, quoi. On ne peut pas. La deuxième chose, c'est une question de clarification. Donc, c'est pour ça que vous étiez empressé pour l'aider. Oui, tout à fait. Écoutez, on a tous nos enfants qui travaillent dur à l'école et puis les chemins qui seraient arrivés avec un zéro de l'ONE. Moi, je ne veux pas ça. Hein. Il doit faire une bonne figure auprès de nos jeunes. Et puis, pour les autres composantes, il y a des procédures. Et donc, je souhaiterais vraiment que le mois prochain, lorsqu'on a le dossier, on mette... Je souhaiterais savoir si les autres composantes ont déjà désigné les personnes. Si c'est le cas, je souhaiterais qu'on retrouve ces éléments-là dans le dossier de manière globale, avec la manière dont on a fait la publicité. Par exemple, pour une des composantes, en tout cas l'ONE privilégie d'envoyer des courriers, de faire des annonces dans la presse, le mettre dans le bulletin communal pour essayer de toucher un maximum de personnes. Ben voilà, je souhaiterais que pour chaque composante, on nous dise qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour toucher le maximum de personnes et quel est le résultat. Je vous remercie. Merci, M. Boussine. Votre sagacité. M. Barbuche, à votre gauche, à la parole. Responsable de la bibliothèque. Alors, je ne vais pas parler de bibliothèque maintenant parce que ça aurait fait bûcher et bûcher de livres, ça nous ramène dans les années 30. Je n'aime pas ça. Parce que ici, ma question d'actualité portera effectivement sur un incendie qui a eu lieu chaussée de Louvain dans le courant du mois dernier et qui avait nécessité notamment l'évacuation d'un certain nombre de riverains. Et qui a entraîné la fermeture du commerce où cet incendie a eu lieu, un commerce qui est notoire pour avoir un impact sur la vie du quartier. Donc mes deux brèves questions d'actualité, c'est est-ce que toutes les personnes qui avaient dû être évacuées ont pu regagner leurs biens et n'ont pas subi de dégâts particuliers? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a déjà une idée de la durée de la période de paix ou de calme dont vont pouvoir bénéficier les riverains suite aux nécessaires travaux de restauration? C'est ça. Merci pour cette question. Permettez-moi de profiter de la question pour remercier les services, encore une fois, de sécurité, en commençant par les pompiers, par la police et notre service socio-préventif, qui ont été très réactifs et qui ont permis
de maîtriser, je dirais, dans des délais extrêmement rapides, cette situation qui était particulièrement difficile, puisqu'il s'agissait d'un toit sur lequel des travaux étaient en cours. Et en fait, c'est, selon je dirais, les premières informations que nous avons eues, en pleine soudure que ça s'est passé. À cet égard, je voudrais profiter de l'occasion pour le dire aux conseillers communaux que le fort vent, les tempêtes ont eu comme effet aussi dans les bâtiments, dans les villes, des incendies. Rappelons-nous qu'à l'école néerlandophone, il y avait eu des travaux au niveau du toit, mais que ça continuait évidemment à être chaud, et évidemment ça s'est transformé en braise à cause d'un fort vent. Cette réflexion, je pense qu'elle doit être partagée par les professionnels. Ça veut dire que si le changement climatique opère des forts vents, des tempêtes régulièrement, ça veut dire que les interventions en toiture, dans les lieux qui sont les plus atteignables par le vent et avec un fort vent, risquent régulièrement de produire le feu. Et tout comme pour l'école flamande, les interventions étaient bien faites. Celui qui concernait ce bâtiment a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu travailler toute l'après-midi jusqu'au lendemain matin, 5 heures du matin, pour maîtriser. Les dégâts sont considérables, puisque des milliers de mètres cubes d'eau ont dû être utilisés, ce qui a provoqué évidemment énormément de problèmes. Donc, les travaux sont en cours. Je peux aussi dire que les travaux qui étaient en cours par l'opérateur privé ont été en étroite collaboration avec la commune et les autorités régionales, je pense notamment au monument ici, puisqu'il s'agit quand même d'un ancien cinéma, et c'est un monument qui est classé. Donc je n'ai pas plus d'éléments par rapport à la réouverture. Pour le moment, il y a un travail qui est fait au niveau des procédures et un autre travail qui est fait au niveau de la restauration du bien. Merci, monsieur le bourgmestre. Monsieur Boukens, je crois que vous aviez une question d'actualité en lien avec les travailleurs en situation de handicap, c'est ça? En effet. Donc, peu de personnes le savent, mais le Parlement bruxellois a voté en février 2017, je crois, une ordonnance pour encourager le recrutement de personnes avec un handicap au sein des administrations communales. Et cette ordonnance prévoit un quota de 2,5% de personnes avec un handicap au sein de ces administrations communales. 3 ans plus tard, on constate que seules 3 communes atteignent ce quota de 2,5% et Saint-Josse en fait partie, avec Ouderghem, Evolué, Saint-Lambert. Les 16 autres communes n'atteignent pas ce seuil de 2,5% et certains en sont même très loin, sont très loin du compte. Donc je voudrais surtout féliciter la commune. On atteint le seuil de 2,5%, mais on le dépasse, on arrive presque à 5% de personnes avec un handicap au sein de l'administration. Donc c'est vraiment une politique qu'il faut féliciter. Mais je me disais qu'il fallait donner peut-être un peu plus de visibilité à cette approche, à cette politique communale. Bon, je ne sais pas comment exactement procéder, on doit voir avec le service communication, mais ça pourrait aider de diminuer la stigmatisation dont souffrent trop souvent les personnes avec un handicap. Mais en tout cas, le message principal est qu'il faut continuer dans cette voie et je vous encourage à le faire. Merci. Vous greffer sur cette question-là, monsieur Boussard? Oui, je voulais m'associer de mon... Parce que, effectivement, 4,8% quand les autres sont à 2,6% pour les meilleurs, et souvent, je crois qu'il y a une commune qui est à 0,11%. Je ne vais pas la citer pour ne pas la stigmatiser, mais 0,11%. Je vais aller là. Donc voilà. Et donc je pense que c'est vraiment excellent. En plus, puisque l'ordonnance prévoit qu'on peut compenser par rapport à des prestations faites par des ETA. Or à Saint-Josse, c'est vraiment le personnel qui travaille dans la commune. Et donc, encore une fois, je dis que c'est excellent. Et d'ailleurs, il y a eu un débat au Parlement bruxellois et tout le monde a salué. Et encore ce matin, il y avait des auditions d'un comité d'avis sur les personnes handicapées qui ont salué le fait que certaines communes et la commune de Saint-Josse avaient atteint ce niveau. Et j'aurais souhaité juste avoir un élément
de précision. Pourriez-vous me dire, c'est à quel niveau? Est-ce que ce sont des niveaux, enfin, avoir une idée du profil des travailleurs, le fait d'avoir des travailleurs en situation de handicap, eh bien, ça implique également une chose, c'est les aménagements que nous sommes engagés à faire au sein de la commune. Et donc, si à un moment on peut revenir vers nous, on avait prévu des budgets assez importants, si on peut revenir vers nous pour nous dire quand se feront les travaux, ça nous intéresse vraiment. Je vous remercie. Mais je voudrais d'abord remercier pour vos mots, pour votre question d'actualité. Ça nous va droit au cœur et évidemment nous transmettrons au service du personnel qui font un travail remarquable avec, je dirais, un objectif vraiment de faire de la diversité une réalité sur le territoire. On n'a pas entendu l'ordonnance, je le dis très clairement. L'ordonnance est un incitant, puisque vous savez qu'il n'y a aucune sanction. Si ce n'est de faire des articles de dire ceux qui sont devant les premiers de classe, c'est super, c'est bien pour nous et c'est important. Mais nous l'avons fait parce qu'il y a vraiment une nécessité de prendre en ligne de compte ce type de situation. Parce que nous avons la conviction au niveau de la commune qu'à chaque fois que nous faisons cet effort, nous améliorons l'efficacité de tout le monde. Ça permet à tout le monde de resituer un peu la place qu'ils ont dans la société. J'espère un jour que dans toutes nos écoles, on reprendra cette habitude d'avoir des enfants handicapés. Parce qu'avoir un enfant handicapé dans une école remet tout le monde dans une autre ambiance. Alors, ce qui a été la clé de notre réussite, puisque certains sont dans le Parlement bruxellois, nous avons systématiquement travaillé avec la COCOF. La COCOF a un service qui accompagne les personnes handicapées. Et nous avons parfois fait du tandem avec la COCOF. La COCOF paye une partie du salaire et la commune une autre. L'avantage de travailler avec la COCOF a déjà fait le travail d'identification des difficultés de la personne. Quel type d'emploi lui est possible? Donc tout ce travail ayant été fait par ce service spécialisé de la COCOF, le GRH évidemment a travaillé en étroite collaboration dans un certain nombre de cas avec eux. Donc pour nous c'est une politique non seulement qui permet d'intégrer des personnes qui sont en difficulté dans notre société, mais qui apporte aussi un plus au service. Vous savez, tout le monde change. Le regard que nous avons change vis-à-vis de l'altérité et nous allons poursuivre dans cette direction. On est heureux évidemment de voir, mais on a aussi observé comme vous que, je veux dire, même le deuxième est en dessous de 3%. Et vous avez cité une commune, j'imagine que vous ferez jouer vos relais dans cette commune pour faire passer un message positif. Je vous remercie. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a une idée des niveaux? Oui, j'ai oublié. En fait, évidemment, tout dépend du handicap. Dans beaucoup de cas, nous nous retrouvons quand même dans des niveaux qui sont plutôt d'exécution, de relais, mais pas beaucoup de niveaux supérieurs, pas de niveau 1. Je vous remercie. Nous avons terminé, quand j'ai dit concert, les questions d'actualité, ce qui achève notre ordre du jour. Nous passons en huis clos. Merci aux habitants et personnes présentes ce soir. Je vous invite à nous laisser en huis clos. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.